Bienvenue sur le podcast Identité déco. Je suis Clémencier, décoratrice d'intérieur et on se retrouve ensemble pour parler déco et art de vivre à la française. Je suis convaincue que notre décoration façonne et reflète qui nous sommes. Elle révèle notre identité, nos préférences, nos goûts. Bref, elle en dit beaucoup sur nous. Et maintenant, voici l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans Identité déco, le podcast qui célèbre les maisons de campagne, le style cottage à la française et l'art de vivre qui les accompagne. Aujourd'hui, pour le 8e épisode, j'avais envie de vous parler d'un motif que j'affectionne particulièrement et qui, à mes yeux, représente parfaitement cet univers de maison de famille, de demeure ancienne et d'intérieur qui semble avoir traversé les générations. Un motif que l'on reconnaît presque immédiatement, des personnages qui se promènent au milieu d'un paysage, des arbres, des fontaines, des animaux, des scènes de vie champêtre, parfois même des ruines antiques ou des architectures imaginaires. Le tout dessiné avec une grande finesse, souvent dans une seule couleur sur un fond clair. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de la toile de Jouy et si j'avais envie de consacrer un épisode à ce motif, c'est parce qu'il occupe une place assez particulière dans l'histoire de la décoration française. Alors on l'associe souvent spontanément aux maisons de campagne et c'est vrai qu'elle y trouve une place magnifique. Mais elle ne leur est pas réservée, elle a aussi habillé les intérieurs bourgeois, les grandes demeures, les châteaux et les appartements les plus élégants. Elle porte donc en elle quelque chose de très particulier, une certaine idée de la maison française. Une maison où les murs ont une histoire, où les motifs ne sont pas choisis uniquement pour être une tendance et où la décoration participe pleinement à l'identité du lieu. Alors, d'où vient réellement ce motif que nous connaissons si bien? Pourquoi est-il devenu aussi emblématique? Et pourquoi, après plus de 2 siècles, continue-t-il à avoir une place aussi forte dans nos intérieurs? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pour comprendre la toile de Jouy, il faut remonter au XVIIIe siècle, et plus précisément à l'année 1760. C'est à cette date que Christophe Philippe Oberkampf fonde sa manufacture à Jouy en Josas, dans les Yvelines. Oberkampf est un personnage absolument essentiel dans cette histoire et vous allez comprendre pourquoi. Il est issu d'une famille de teinturiers et de graveurs. Il maîtrise des techniques d'impression sur étoffe et va contribuer à développer considérablement cette industrie en France. La manufacture de Jouy en Josas va connaître un immense succès. Elle produira des tissus destinés aussi bien à l'habillement qu'à l'ameublement et deviendra l'une des manufactures les plus importantes d'Europe. Entre 1760 et 1843, ce sont environ 30 000 motifs qui seront créés et imprimés dans cette manufacture. Et c'est là que j'aimerais faire une petite précision parce que l'image que nous avons aujourd'hui de la toile de Jouy est finalement assez réductrice. Lorsque l'on prononce ces mots, on imagine presque systématiquement une scène champêtre avec des personnages dessinés en bleu sur un fond blanc. Pourtant, les productions de la manufacture étaient extrêmement variées. On y trouvait énormément de motifs floraux et végétaux, mais aussi des décors inspirés de l'Orient, des chinoiseries, des compositions géométriques et bien sûr des scènes à personnages. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces dernières ne représentaient qu'une partie plus minoritaire de la production. Ce sont pourtant elles qui ont marqué aussi notre imaginaire et c'est finalement cette représentation qui s'est imposée au fil du temps comme l'image même de la toile de Jouy. Ce que je trouve particulièrement fascinant dans ces étoffes, c'est qu'elles ne sont pas simplement décoratives, elles racontent quelque chose. Lorsque l'on observe une scène, un personnage, notre regard se promène, on découvre une famille, un couple, des enfants, des animaux, un groupe de paysans, une promenade ou encore une fête. La toile de Jouy représente aussi des moments de la vie quotidienne et parfois le décor nous emmène encore plus loin. Certaines compositions vont évoquer des épisodes historiques ou mythologiques. D'autres s'inspirent de la littérature ou de l'actualité. La toile devient alors presque un récit, un décor dans lequel on peut imaginer une histoire, et c'est aussi ce qui explique, selon moi, son pouvoir décoratif. Elle ne remplit pas simplement un mur, elle donne quelque chose à regarder. Elle attire l'œil, mais elle laisse aussi le temps au regard de découvrir les détails. Parmi les motifs les plus célèbres, on retrouve évidemment les scènes pastorales. Et c'est probablement celles qui ont le plus contribué à l'image que nous avons aujourd'hui de la toile de Jouy.
C'est ces personnages qui évoluent dans une campagne paisible. On y voit des arbres, des animaux, des cours d'eau, parfois des ruines ou des architectures anciennes. C'est une représentation assez idéalisée de la vie à la campagne. Et cette vision n'est d'ailleurs pas anodine. À la fin du XVIIIe siècle, il existe un véritable engouement pour une nature rêvée, pour une vie rurale imaginée comme plus simple et aussi plus proche de l'essentiel. La campagne devient un décor de rêve, un endroit où l'on imagine pouvoir échapper au tumulte de la ville. Le motif, par exemple, Les plaisirs de la campagne, qui va être réalisé en 1802 par Jean-Baptiste Huet pour la manufacture Oberkampf, est un très bel exemple de cela. On y retrouve des scènes champêtres et de la vie paysanne avec des animaux, des personnages et des paysages qui composent une véritable petite narration. Et je trouve que cette dimension explique encore aujourd'hui pourquoi ce décor fonctionne si naturellement dans les maisons de campagne. Il y a une forme de continuité entre le lieu et le motif. Une maison ancienne entourée de nature avec ses murs épais, ses meubles en bois et ses cheminées semble presque prolonger l'histoire racontée sur le tissu. Et c'est là que j'arrive à ce qui m'intéresse particulièrement, c'est sa place dans nos intérieurs. Parce que lorsque je pense à une maison de campagne, je pense à une maison qui a une âme, bien évidemment, une maison qui ne cherche pas forcément à être parfaite, une maison où l'on retrouve des meubles qui ont vécu, des fauteuils anciens, des rideaux, des papiers peints, des tableaux, des livres, mais aussi des objets transmis par la famille ou chinés au fil des années. Et dans ce type de décor, la toile de Jouy trouve naturellement sa place. Elle peut habiller les murs d'une chambre, recouvrir un fauteuil, encadrer un lit, habiller aussi des rideaux dans une salle à manger ou simplement apparaître sur quelques coussins ou par petites touches. Mais elle peut aussi avoir une présence beaucoup plus importante. Dans une bibliothèque, par exemple, un papier peint à personnage peut créer un décor absolument remarquable. Imaginez une pièce avec de grandes étagères en bois, des livres anciens, quelques objets chinés et derrière tout ça, on met un paysage dessiné qui se déploie sur le mur. On obtient immédiatement quelque chose de très singulier, une pièce qui semble avoir une histoire et c'est justement ce que j'aime dans la décoration dite traditionnelle, style cottage. Cette décoration ne cherche pas forcément à tout renouveler, elle cherche à inscrire les choses dans le temps, des maisons de campagne au château, mais il serait plutôt réducteur de considérer ce motif, la toile de Jouy, comme uniquement champêtre. Car son histoire est aussi liée à une clientèle aristocratique et bourgeoise. Les productions de la manufacture Oberkampf connaissent un immense succès auprès de ces milieux et d'ailleurs la manufacture devient progressivement une entreprise considérable. D'ailleurs, Oberkampf obtient même le prix de manufacture royale en 1783. Et cette histoire explique pourquoi la toile de Jouy peut aussi trouver sa place dans des intérieurs beaucoup plus sophistiqués, dans une maison bourgeoise par exemple, dans un hôtel particulier et même bien évidemment dans un château. Elle possède cette capacité assez rare, je trouve, à être à la fois rustique et raffinée. Elle évoque la campagne, mais elle peut aussi rappeler les grandes demeures françaises. Elle peut être simple comme élégante, discrète ou très présente. Et je crois que c'est précisément cette dualité qui fait sa force. Elle appartient autant à l'imaginaire de la maison de famille qu'à celui des grandes demeures historiques. Il y a cependant un point que je trouve important quand même à connaître aujourd'hui, c'est que l'expression toile de Jouy est devenue avec le temps une appellation très largement utilisée pour, désigner des tissus ou des décors qui reprennent les codes de ces motifs historiques et aujourd'hui, on peut trouver cette appellation sur énormément de produits. Le problème, c'est que cela peut parfois brouiller la frontière entre une véritable référence historique et un simple dessin qui s'en inspire. Il faut donc garder en tête que tout ce qui est vendu aujourd'hui sous le nom de toile de Jouy n'est évidemment pas une production historique de la manufacture Oberkampf. Parce qu'en fait, le terme est devenu dans l'usage courant une désignation générique d'un certain type de décor, alors même qu'il existe aujourd'hui des démarches spécifiques autour de la préservation de cet héritage, notamment la marque Toile de Jouy depuis 1760 est portée par la commune de Jouy en Josas. Et je trouve que cette distinction est intéressante lorsqu'on s'intéresse véritablement au patrimoine. Voilà, c'était une petite aparté.
Alors, comment intégrer la toile de Jouy dans une maison aujourd'hui? Alors, si vous aimez les intérieurs de campagne et que vous avez envie aujourd'hui d'introduire ce motif chez vous, je pense qu'il faut avant tout réfléchir au caractère de votre maison. Dans une demeure ancienne, avec des poutres, des parquets et des boiseries, elle pourra être particulièrement naturelle. Mais elle peut également trouver sa place dans une maison plus récente, à condition de l'associer à des éléments qui vont lui donner du relief. Donc ces éléments, ça peut être du bois, du lin, des matières naturelles, de la pierre, des meubles anciens, des couleurs qui vont être plutôt sourdes, pas criardes. Alors par exemple, dans une chambre, elle peut habiller le mur derrière le lit. Dans une salle à manger, elle peut donner beaucoup de personnalité à un espace. Dans une entrée, elle peut immédiatement annoncer l'identité de la maison. Et sur un fauteuil ancien, elle peut transformer complètement un meuble. Alors, il faut garder en tête que la toile de Jouy n'est pas une tendance, elle n'est pas apparue il y a quelques années pour disparaître demain, elle appartient à notre histoire décorative, elle a traversé les siècles, les modes, les changements de goût et elle a connu aussi des périodes où elle était très populaire et d'autres où elle l'était moins. Mais elle est toujours revenue et je pense que c'est parce qu'elle possède quelque chose que les tendances n'ont pas toujours, c'est cette véritable profondeur historique. Et dans une époque où on parle beaucoup de décoration intemporelle, eh bien, la toile de Jouy est une décoration intemporelle. Alors, si je devais résumer ce que représente la toile de Jouy pour moi, je dirais qu'elle est bien plus qu'un simple motif décoratif. Elle est le reflet d'une époque, elle raconte le goût d'une société pour la nature, pour les scènes pastorales, pour les récits et pour les paysages idéalisés. Elle témoigne aussi d'un savoir-faire textile qui est d'ailleurs remarquable et de l'histoire d'une manufacture qui a profondément marqué le patrimoine décoratif français. Mais surtout, elle a cette capacité à donner à une maison une impression de continuité, comme si le temps pouvait se déposer sur les murs, comme si la décoration pouvait elle aussi transmettre quelque chose, une histoire, une mémoire, une manière de vivre. Et c'est peut-être pour cela qu'elle trouve une place si naturelle dans les maisons de campagne. C'est maintenant la fin de cet épisode d'Identité Déco. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure manière d'encourager mon travail est de me laisser 5 étoiles et un avis. Cela compte beaucoup pour moi. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast ou encore aller me suivre sur mon Instagram, Maison Clémencier. Et enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode à des proches qui aiment la décoration d'intérieur. Merci de soutenir Identité Déco et cette vision d'une déco qui a du sens. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.